Alors, hello! On va parler aujourd'hui d'un sujet qui me hérisse le poil, le peu qu'il me reste après être passé au laser, qui dit que ta réussite dépend de ton mindset. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent lors des accompagnements pour entrepreneurs, des fameux entrepreneurs à Bali. Cette phrase, on la retrouve absolument partout, dans les publications LinkedIn, les podcasts sur l'entrepreneuriat, les livres de développement personnel ou les programmes d'accompagnement. Et elle est souvent accompagnée de ces variantes. Tout est possible quand on le veut vraiment. T'es pas heureux, c'est de ta faute. Ton seul obstacle, c'est toi. Mais oui, lève tes manches et avance. Mais oui, quelle feignasse, enfin. Ton bonheur ne dépend que de toi. Mais qu'est-ce que tu fous alors? T'es pas heureuse? Bah, t'es conne, ma pauvre fille. Enfin, bref, voilà. À la base, ça part plutôt d'un bon sentiment qui voudrait dire que c'est un message positif. C'est un message des gens qui trouvent que t'en branles pas une. Et c'est un petit peu culotté, je trouve. Donc, on n'est pas totalement impuissant à ce qui nous arrive. C'est vrai, mais tout nous coller sur le dos, c'est un petit peu gros, clairement. Et donc, notre manière d'interpréter une difficulté, notre capacité à persévérer ou à modifier une stratégie peuvent effectivement influencer notre trajectoire. Là-dessus, on est d'accord, je suis d'accord. Mais il existe une différence considérable entre dire que notre état d'esprit peut avoir une influence et affirmer que notre réussite en dépend intégralement. Là, je suis pas d'accord. Dans le premier cas, on reconnaît une marge de manœuvre. Dans le second, on transforme une réalité complexe en responsabilité individuelle. On pourrait presque penser que si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute. Bah oui, je te l'ai déjà dit. Qu'est-ce que tu fous? Franchement, lève-toi quoi. Et puis va chercher le boulot que tu veux. Ramène les thunes dont tu as besoin. Facile, easy, suffit d'y croire. Voilà. Donc, si ma réussite, concrètement prenons un exemple, dépend de mon mindset, alors mes difficultés viennent nécessairement de moi, bien entendu. J'ai pas assez confiance, je suis pas assez disciplinée, j'ai pas suffisamment envie, je me limite toute seule, j'ai pas assez de clients, je pense pas assez positivement. Et c'est là qu'une formule qui se veut motivante peut devenir une injonction culpabilisante. C'est donc sur ce sujet que j'ai envie qu'on aille. Donc pourquoi l'idée du mindset, elle plaît autant? Donc le mot mindset, il désigne généralement un ensemble de croyances et de dispositions mentales qui influencent notre manière d'appréhender les situations. Donc l'idée, elle est motivante, voilà, parce qu'en fait, elle nous redonne une impression de contrôle. Et quand on contrôle pas, on n'aime pas. Ah, moi, je déteste quand je contrôle pas. Incrusté en soi. Et c'était compliqué. Donc, justement, l'idée, c'est qu'elle est motivante parce qu'elle redonne une impression de contrôle. Donc, face à tout ce qu'on ne maîtrise pas, il est quand même rassurant de croire qu'une bonne attitude, de bonnes habitudes et suffisamment de volonté peuvent garantir un résultat. Si c'était aussi simple, bien entendu. Et donc, cette croyance propose une explication simple. Ceux qui réussissent ont le bon état d'esprit. Ceux qui échouent doivent travailler davantage sur eux-mêmes. Allez, encore un petit peu de pression, ça reprendra, t'aimes ça, hein? Mais bien sûr. Donc voilà, le problème, c'est pas que le mindset soit totalement inutile. Le problème, c'est quand on en une réponse universelle. C'est-à-dire qu'on va régler tous les problèmes à coup de mindset. Plutôt à coup de latte, chez moi. Mais bon, on va pas le dire. Les recherches sur le growth mindset qu'on peut voir sur Internet, justement, ou l'état d'esprit de développement, montrent que si tu crois en la possibilité de progresser, ça peut avoir des effets sur l'engagement et la persévérance. Mais ces effets, ils sont ni automatiques, ni uniformes, ni indépendants du contexte. Et là, on va en parler aussi du contexte. Donc là, il y a une expérimentation qui a été menée avec des élèves américains et on a observé un effet positif mais limité d'une intervention sur le growth mindset. Et l'étude, elle a surtout permis de montrer que cet effet variait selon les établissements et leur environnement. Et les auteurs de l'étude précisent qu'une croyance nouvelle ne peut produire durablement ses effets que si le contexte offre les ressources et les expériences nécessaires pour la soutenir. Suffit pas de balancer les trucs et de dire démerde-toi, ça ne marche pas. En gros, encourager une personne à croire qu'elle peut progresser ne suffit pas quand son environnement ne lui permet pas réellement de le faire. Surprise, motherfucker. Qui l'eût cru? Si tous les matins, tu te lèves avec une dépression et des problèmes d'argent, crois-moi que ton mindset, il va pas beaucoup t'aider. Peut-être qu'il t'évitera de te jeter tout de suite, mais
Ça va pas tenir longtemps. Donc c'est quand même une nuance essentielle qu'on ne retrouve pas dans les formules marketing. Et donc il est important de savoir que notre état d'esprit, il influence ce que nous faisons de nos possibilités. Il ne détermine pas les possibilités dont nous disposons. Et donc le mindset peut aider, mais il ne crée pas les mêmes possibilités pour tout le monde. Donc par exemple, être persévérant peut aider à développer une activité. Mais la persévérance ne crée pas du temps quand on s'occupe seul de ses enfants. Elle finance pas plusieurs mois sans revenu. C'est pas France Travail. Puis si tu n'avais pas un petit parachute, tu l'as dans le 1. Elle fait pas disparaître une maladie, une discrimination, un épuisement ou un marché économique défavorable. Clairement pas. La confiance en soi peut faciliter une négociation commerciale, ça c'est sûr, mais elle donne pas à tout le monde le même réseau, la même réputation, la même sécurité financière ou les mêmes possibilités de prendre un risque. L'optimisme peut aider à tenir pendant une période difficile. Il supprime pas la difficulté. Ah non. Mais alors, à quoi ça sert? Je sais pas. Alors, influence ne veut donc pas dire toute puissance. Ça ne va pas régler tous tes problèmes. Donc, notre état d'esprit, il peut nous aider à persévérer, prendre du recul, demander de l'aide, essayer une autre stratégie, mieux tolérer temporairement l'incertitude. Mais il ne crée pas automatiquement du temps, de l'argent, un réseau professionnel, une bonne santé, une solution de garde pour tes enfants, un marché favorable, une sécurité matérielle et des opportunités. Donc, le mindset peut soutenir l'action, mais il ne remplace ni les ressources ni les conditions nécessaires pour agir. Et on ne part pas tous du même endroit. Ah bon? Ah bon? Moi, je savais pas. Ah, franchement. Donc, on aime bien penser que les résultats sont dus au travail, au mérite et aux bonnes décisions, bien entendu. C'est rassurant. Et puis, si les personnes qui réussissent ont simplement mieux travaillé, il suffirait d'adopter leurs habitudes pour obtenir les mêmes résultats, non? On est d'accord. Basique, simple. Mais nos trajectoires individuelles sont aussi influencées par des éléments que nous ne choisissons pas. L'origine sociale, le revenu familial, l'éducation, la zone d'où tu habites, la qualité de ton réseau, ta santé, les responsabilités familiales ou encore les opportunités rencontrées. Tous ces éléments modifient les conditions dans lesquelles chacun peut agir. Il n'y a pas de secret. Bon, ça ne veut pas dire non plus que nos vies seraient entièrement déterminées à l'avance, mais clairement qu'on ne part pas tous du même endroit. On rencontre pas les mêmes obstacles et on dispose pas tous des mêmes ressources pour les franchir. Moi, j'ai un petit exemple, vraiment. Donc, prenons l'exemple de deux freelances, deux réalités différentes. On va prendre deux personnes qui démarrent une activité indépendante, pas comme par hasard. La première, écoute, elle possède une épargne, un conjoint salarié, un réseau professionnel installé, une bonne santé et suffisamment de disponibilité pour prospecter régulièrement. Ok, lui, il a de la chance. La deuxième, elle élève seule ses enfants. Elle n'a pas d'argent, pas de trésor. Elle doit reconstruire son réseau après un déménagement et traverse des problèmes de santé. Elle est dans dépression, la pauvre. Comme ça me parle, cette histoire. Mais qui est-ce? Alors, les deux personnes peuvent être tout aussi compétentes, motivées et travailleuses l'une que l'autre. Elles ne prennent pourtant pas les mêmes risques et ne consacrent pas la même quantité d'énergie à leurs activités. Demander à la seconde de travailler son mindset ne lui apporte ni temps, ni argent, ni relais, ni sécurité. Voilà. Et ça, c'est un fait. Pire, ça pourrait lui laisser croire que son incapacité à avancer aussi rapidement que la première est une faiblesse personnelle. Qu'elle est nulle, celle-là. Je vous jure. Ben voilà. Donc, petit exemple, petit retour sur mon expérience d'il y a quelques années, en 2018. Mon objectif n'était pas mauvais, il était juste incomplet. Donc j'ai moi-même expérimenté après avoir quitté Strasbourg pour m'installer dans la région nantaise. Voilà, je m'étais donné entre 6 et 9 mois pour reconstruire mon activité freelance de graphiste et de designer UX. Sur le papier, pour moi, l'objectif, il me paraissait ambitieux mais possible. Je suis assez calée sur le réseau, donc c'est assez cool. J'avais l'expérience, les compétences, l'envie de réussir et ça faisait déjà sûrement 14 ans que j'étais à mon compte, ou un peu moins. Et j'avais pas correctement intégré tout ce qui entourait cet objectif, c'est-à-dire le coût du déménagement, que ce soit en termes de fatigue et en termes d'argent aussi, donc la possibilité de moins durer dans le temps sur ma trésor, l'énergie nécessaire pour réinstaller toute une famille, et nos deux enfants, dont le petit dernier qui allait avoir 4 ans.
Le bouleversement vécu par les enfants, il a fallu les accompagner, les épauler, rester avec eux, tout ça. La nécessité de recréer entièrement un réseau pro, le stress financier et ma santé mentale. Ah celle-là, quelle coquine. Au bout de quelques mois, j'ai dû revoir mon objectif et accepter temporairement un emploi salarié. À l'époque, j'ai considéré cette décision comme un échec. Et avec le recul, elle correspond surtout à une réévaluation plus lucide de ma situation. J'avais besoin de thunes, et vite. Donc bon, j'avais pas un mauvais mindset. Mon objectif initial, il prenait pas en compte toutes les données du problème que j'avais pas vu arriver. Donc j'ai continué à prendre des décisions, à chercher des solutions. Mais ma capacité d'action s'exerçait à l'intérieur d'une situation donnée, pas dans un espace abstrait où la seule volonté aurait suffi. Donc, le mindset lui-même est influencé par nos conditions de vie. Ce que nous appelons le mindset n'existe pas indépendamment de notre environnement. On ne va pas nier qu'il est plus facile de se projeter avec confiance quand on est déjà connu des réussites, bien entendu, qu'on dispose d'un soutien matériel et relationnel et qu'un échec ne met pas immédiatement en danger notre logement ou notre famille. À l'inverse, vivre dans l'incertitude mobilise une partie de nos ressources mentales et ça, on va en parler. Donc, quand le manque occupe déjà tout l'espace mental. Il y a une étude publiée dans Science, je vous ai mis les références à la fin du texte, qui avance que les préoccupations liées à la pauvreté peuvent temporairement réduire les performances cognitives. Cette saturation cognitive peut être encore plus évidente pour certaines personnes avec un TDAH, donc un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je vais parler que de ça parce que c'est le seul truc que je connais, puisque le trouble peut déjà affecter la mémoire de travail, la planification, l'attention et l'inhibition. Donc, si l'incertitude financière occupe une partie de l'espace mental, il reste moins de ressources pour anticiper une échéance, hiérarchiser les urgences ou éviter certaines décisions impulsives, justement. Ce qui ressemble à un manque d'organisation peut donc être l'effet d'une surcharge cognitive amplifiée. Cadeau, tu l'avais pas vu venir celle-là, hein. Alors attention, l'étude ne dit pas que les personnes pauvres sont moins capables. Je ne voudrais pas comment encore leur rajouter des tares, les pauvres. Non mais franchement, je m'inclus dedans, sinon je ne ferais pas des vieilles blagues du genre. Franchement, on n'a déjà pas grand-chose pour nous. Donc, cette étude montre plutôt que les préoccupations liées au manque consomment une partie des ressources cognitives disponibles. Donc, on ne va pas demander aux personnes en difficulté d'avoir un meilleur mindset précisément au moment où son environnement lui laisse le moins d'espace mental pour le mobiliser. Mais si, on va faire ça. Enfin, je veux dire, le système fait ça. Mais faudrait pas. C'est pas bien, c'est pas gentil. Donc, petite remarque perso là que je rajouterais comme ça. On encourage souvent les indépendants à créer des produits scalables, capables de se vendre sans intervention directe. Mais moi, je pense que croire qu'un même produit peut s'adapter à tout le monde, c'est risqué. Parce que c'est là que se situe la limite des produits conçus pour se vendre pendant qu'on dort. Plus on cherche à automatiser, plus on risque d'effacer les différences de contexte, de besoins et de fonctionnement. Et je trouve que parfois, on oublie qu'on a tous une responsabilité dans ce qu'on vend. Donc, quand une explication individuelle invisibilise les problèmes collectifs, le discours du mindset, il met en avant un mouvement plus large, l'individualisation des problèmes. Que des grands mots, des gros mots, tout ça. Donc, on va prendre des petits exemples. Ta charge de travail est devenue intenable? Écoute, mais tu gères mal ton planning, ma pauvre fille. Le marché est saturé. Ben alors, comment tu t'es positionnée, andouille? T'as pas réfléchi? T'es épuisée en ce moment? Bah dors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu gagnes pas assez? Achète de l'argent. Peut-être que t'as une croyance limitante autour de l'argent? Bah oui, c'est de ta faute. T'es malheureux? Moi, je pense que tu devrais être un peu reconnaissant pour tout ce que tu as. Parce que tu vois, ça pourrait être pire, insupportable. Améliorer son organisation, prendre du recul ou travailler sa confiance, ça peut réellement aider. Le problème, c'est quand ces solutions individuelles remplacent toute analyse de contexte. Ça, c'est un problème. Donc, à force de chercher la solution dans la personne, on finit par ne plus regarder le système qui produit la difficulté. Et ça arrange tellement, tellement beaucoup de monde. Ben oui, on n'aime pas se remettre en question. Donc, toutes les difficultés ne se règlent pas avec une nouvelle routine. Ah, dommage, hein. C'est comme moi, là, je fais ma morning routine pour avoir moins de rides, ça marche pas. Non, c'est pas vrai, je fais pas une morning routine, la flemme, genre juste le mot morning, flemme, routine, non, hors de question. Moi, je fais rien du tout. Donc, toutes les difficultés ne se règlent pas avec une nouvelle routine. Une personne peut installer toutes les applications de productivité du monde si sa charge de travail dépasse
Le temps disponible. Son problème vient pas de sa capacité à cocher des cases. Désolé. Un indépendant, il va pouvoir multiplier les routines de prospection si son secteur traverse une crise majeure. Bonjour le design. Son chiffre d'affaires ne dépendra pas seulement de sa discipline. Un salarié, il peut apprendre à gérer son stress. Ça va pas rendre une organisation basée sur des objectifs irréalistes plus saine. Le risque, c'est de demander aux gens de s'adapter indéfiniment à des situations qui devraient elles-mêmes être transformées. Mais les gens n'aiment pas le changement. Mais ils aiment bien que toi, tu changes. Parce que tu en as la responsabilité. Voilà le raccourci qui efface le système. Ce mécanisme, il ressemble beaucoup à celui que j'ai décrit lorsque j'ai raconté avoir oublié d'annuler plusieurs abonnements professionnels. Tu pourras aller lire l'article, il est en ligne. La réponse la plus simple était t'avais qu'à mettre un rappel. Mais bravo, Jean Machin, tu crois que j'avais pas pensé? D'où il va? Des rappels, j'en ai déjà, des agendas, des listes, plein de listes, des post-it. Tu vois, j'ai pas juste oublié, non. J'ai été embarquée dans un parcours volontairement conçu pour faciliter l'abonnement et compliquer la résiliation. Bonjour les dark patterns, ça parlera aux designers. Mon attention individuelle rencontre un système qui a intérêt à la rendre rentable. C'est pas tout de ma faute. Le t'as qu'à mettre un rappel et le tu dois changer ton mindset, ils ont un point commun, très clairement. Ils transforment une situation multifactorielle en défaut personnel. Puis des défauts, on en a déjà. Faut arrêter de nous en coller sur le dos quand même. Et grâce à eux, on pose plus la question gênante qui est mais d'où vient réellement cette difficulté? Est-ce que c'est peut-être les gens qui font l'économie de notre attention? Qui essayent de nous la voler, qui essayent de nous garder abonnés sur un service dont on n'a pas besoin. Mais si finalement ton expérience utilisateur ou ton expérience client elle est bonne, on restera. T'es pas obligé de nous maintenir de force, que je sache, non? Bref. La double peine. Tu rencontres une difficulté et en plus, t'es coupable. C'est cadeau. L'idée selon laquelle la réussite dépend de notre mindset entraîne une autre conséquence. C'est la double peine, comme je disais, vivre la difficulté et culpabiliser. C'est plus facile de dire que c'est de ta faute si ton projet a échoué. Tu t'es beaucoup investi, on dira que tu t'y es mal prise. Tu as persévéré, on dira que t'as pas su pivoter. T'as abandonné, t'as pas été assez résilient. T'étais épuisé et t'as continué. Alors, t'as pas écouté tes limites? C'est pas bien ça. Le raisonnement est impossible à réfuter car tout peut devenir une preuve de mauvais mindset. Quoi que tu fasses, c'est mort. Et donc c'est une croyance populaire. On entend ça partout. Difficile de dire que c'est la faute du mindset car il y a une part de vérité. Ce que je disais, nos croyances influencent bien certains de nos comportements. Mais utilisée sans nuance, cette vérité partielle devient une explication totale. Et ça, c'est pas possible. Elle fonctionne alors comme une croyance populaire. Ceux qui réussissent prouvent qu'ils ont le bon état d'esprit. Et ceux qui échouent prouvent qu'ils l'ont pas. Le contexte disparaît, seule demeure la responsabilité individuelle. Enfin! Donc, l'injection au bonheur, c'est la même recette. Ton bonheur, il dépend que de toi. Cette phrase, elle ignore que notre bien-être dépend aussi de notre santé, de notre sécurité, de nos relations, de nos conditions de travail, de notre situation financière et des événements que nous traversons. La vie personnelle, elle reste pas poliment à l'entrée de l'entreprise. Un deuil, une séparation, une maladie, un adolescent en difficulté, un parent dépendant ou une situation financière tendue modifie notre disponibilité. Dans ces périodes, l'injonction au bonheur, elle ajoute une obligation supplémentaire. Non seulement on doit faire face à la situation, mais en plus on devrait conserver une attitude positive. Moi, j'ai plutôt envie de tout brûler. Tout brûler. Et la seule chose positive à ce moment, c'est la température, les gars. Et voilà, tu peux ressentir une émotion désagréable. Ça veut pas dire que t'échoues, t'as le droit. Parce que moi, j'entends souvent qu'on doit pas se fâcher, on doit pas se mettre en colère, on doit pas crier, on doit pas s'énerver, on doit pas... Et oh, on a le droit de faire ce qu'on veut aussi, non? Cette injonction à la positivité, elle peut pousser à masquer ou à réprimer les émotions plutôt qu'à les comprendre. Et elle peut transmettre une information. Pourtant, la colère peut indiquer qu'une limite a été franchie. Donc, on arrête, quoi. L'anxiété peut révéler une insécurité réelle. Je veux dire, si t'as la boule au ventre quand tu te lèves en allant au taf, il y a un problème. On va pas attendre d'avoir envie de te jeter sous un pont. Le découragement peut signaler qu'un objectif est devenu trop coûteux. Et la fatigue peut montrer que les ressources disponibles ne correspondent plus aux exigences de la situation. Donc, toutes les émotions ne demandent pas à être remplacées par une pensée positive. Enfin, ça ne sert à rien. Puis après, on va encore venir me dire, ouais, l'homéopathie, c'est que du sucre. Là, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression que les pensées positives, c'est du sucre pour ton cerveau. Certaines émotions demandent à ce que les choses changent, justement. Visualiser un résultat, c'est pas construire une stratégie non plus. Là, il y a vraiment une différence entre je vais réussir parce que j'y crois
Alors, je recommence. Il y a une différence entre je vais réussir parce que j'y crois et je pense que cet objectif est possible, j'ai les bonnes ressources, j'identifie ces obstacles et mes prochaines actions à tester sont blablabla, ce que tu veux. La deuxième phrase, elle est quand même tout aussi ambitieuse et optimiste, mais elle place dans le réel. Enfin, je veux dire, c'est pas genre en mode ouais, j'y crois, j'y vais, je fonce. Donc, les recherches sur le contraste mental, elles montrent justement l'intérêt de confronter le futur souhaité à la situation présente et permet d'identifier les obstacles et de déterminer si l'objectif mérite réellement un engagement et si les chances sont au rendez-vous. Ça peut renforcer l'action. Mais si elles sont faibles, elle permet aussi de se désengager d'un objectif irréaliste et de préserver ses ressources pour autre chose. La pensée positive, c'est pas une stratégie. Elle peut soutenir une stratégie, mais elle ne la remplace pas. Donc, reconnaître les contraintes, c'est pas chercher des excuses. C'est l'objection qu'on entend souvent. À trop parler du contexte, on finit par déresponsabiliser les gens. C'est l'objection qu'on entend souvent. À trop parler du contexte, on finit par déresponsabiliser les gens. Les personnes se réfugient derrière leur situation et arrêtent d'agir. Être lucide, c'est pas bloquant. Au contraire, avoir toutes les clés pour comprendre correctement un problème, ça permet de choisir une réponse plus adaptée. Qu'est-ce qui dépend de nous et qu'est-ce qui nous échappe? Je peux travailler la clarté de mon offre, mais je contrôle pas entièrement la demande. Je peux développer mon réseau, mais je peux pas garantir qu'une rencontre produira une mission. Je peux mieux organiser mes journées, mais je peux pas créer des heures supplémentaires. Je peux demander de l'aide, modifier un délai ou réduire un objectif, mais je peux pas empêcher tous les accidents de la vie qui vont arriver. Admettre ça, ça me rend pas impuissant, mais ça m'évite de dépenser mon énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable. Et ça, c'est une grosse difficulté chez moi. Donc, ça peut aider aussi à poser les meilleures questions. Est-ce que mon comportement doit changer? Est-ce que mon objectif est compatible avec mes ressources actuelles? Est-ce que j'ai besoin de plus de temps, de soutien, de sécurité? Est-ce que la difficulté est individuelle, relationnelle, organisationnelle ou économique? Est-ce que j'abandonne trop vite ou est-ce que je dois m'acharner sur un objectif devenu irréaliste? Est-ce que ma façon de penser, est-ce ma façon de penser qui m'empêche d'avancer ou les conditions dans lesquelles j'essaye de le faire? Parfois, il faut effectivement modifier une habitude, apprendre une compétence ou remettre en cause une croyance. Ça arrive. Parfois, on doit demander de l'aide, changer de stratégie, revoir l'objectif ou le délai. Mais parfois, c'est quand même le système qui aurait besoin de se remettre en question. Mais ça, on n'aime pas, j'ai déjà dit tout à l'heure. Pour conclure, enfin, on va y arriver, parce qu'on se fait en moins de 30 minutes. Notre état d'esprit compte évidemment. Il influence notre manière de réagir, d'apprendre, de persévérer et de donner du sens à ce qu'on vit. Mais notre réussite ne dépend jamais uniquement de lui. Et non, elle se construit à la jonction de nos décisions, de nos ressources, de notre santé, de notre histoire, de nos relations, de notre environnement économique, des possibilités qu'on a d'une part et du hasard aussi. La phrase «ta réussite dépend de ton mindset» gagnerait sans doute à être remplacée par une formulation moins spectaculaire, mais plus juste qui serait «ton état d'esprit peut t'aider à utiliser les ressources dont tu disposes, mais il ne crée pas ces ressources, n'efface pas les obstacles et ne te rend pas responsable de tout ce qui t'arrive». J'espère qu'avec tout ça, ça te remet un peu plus dans un contexte de réalité du terrain. J'aime beaucoup m'assurer qu'on prend en compte le terrain et qu'on n'est pas tout le temps à dire des choses qu'on ne peut pas s'appliquer à soi-même. Je trouve que c'est beaucoup trop simple de dire ah vas-y, lève-toi à 6 heures, fais du sport. Déjà rien que ces deux phrases, elles vont pas du tout chez moi. Et après: «Oui, mais après tu es plus en forme, tu es plus ci». Franchement, non, moi là, aujourd'hui, je me suis levée à 6h15, j'ai bossé de 7h à 14h. Je suis pas du tout plus en forme, pas du tout. J'ai envie de dormir, mais le problème, c'est que si je fais une sieste, à minuit, je dors pas et demain, je me relève à 6h. Donc les calculs sont pas bons, Kevin. Et ça, c'est mon contexte, c'est ma réalité du moment. Eh ben, à une prochaine!